Écofascisme, c'est une écologie de la préférence ethnique. Tu veux en savoir plus, alors continue de mater la vidéo. Merci pour mon turfu. Voilà, donc je peux vous commencer à vous en parler. Donc l'écofascisme, de ce que j'en ai retenu. Je vais vous lire un petit texte pendant que je roule. En ce qui concerne l'écologie, il y a deux camps. Les pruneaux et les pastèques. Les écologistes radicaux sont les pastèques, vert dehors, rouge dedans, émaillés de pépins noirs. J'aime cette description. Bon pour la soif, désaltérant. Les écofascistes sont les pruneaux. Bleu dehors, tout fripé, vert brun dedans, mauvais pour l'hydratation, laxatif. Le temps de clope, intermède musical. Oui, promis. Laxatif. Si la conscience de la pastèque est en passe de s'hégémoniser, elle rencontre l'obstacle de la conscience des pruneaux. La conscience des pruneaux nous est représentée sous les traits d'un personnage de fiction mainstream dans la saga des Avengers. Il y a un super vilain, très puissant, appelé Thanos, qui n'a qu'une ambition, sauver l'univers de son évendrement économique, en se dotant du pouvoir de faire disparaître instantanément la moitié de la population. Tout le but de Thanos sera de rassembler les gemmes lui permettant de faire disparaître 50% du monde en un claquement de doigts. Dans la saga, il y parviendra. Voilà. Bleu dehors, un pruneau. Oula, ça a bien changé. C'est les pruneaux du turfu. Bleu dehors. Bah, les prunes, c'est bleu marron. Ça peut être bleu et marron. Non non, c'est bon. En fait, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Je vais vous montrer directement. Non, c'est pas tout ce que je vais vous dire dessus, mais en fait, je vais vous montrer directement. La vidéo de celle qui m'a plu de toutes celles que j'ai regardées. En fait, donc ils ont invité un type qui a écrit un bouquin dessus, et je vais vous montrer, qui s'appelle la vidéo s'appelle l'hypothèse écofasciste, et ils invitent Pierre Madelin. Et le mec est plutôt intéressant, surtout que bon, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des questions un peu cool qu'il voulait lui poser et qu'il lui pose au final jamais dedans. Je vais vous mettre la conclusion, parce que je crois que je l'avais trouvé plutôt cool, juste la fin, là. Et alors je ne le retrouverai pas, le passage en question. Mais à un moment, en fait, donc lundi matin, c'est des intellectuels de gauche, voilà, etc. Et il faut savoir que chez lundi matin, il y a un monsieur dont je vais vous parler après qu'on ait mis la conclusion de ce qu'ils se disent, et je vais vous résumer 2-3 trucs que moi je pense avoir compris sur l'écofascisme. Sous le masque d'une autre chose qui peut séduire n'importe qui. Ouais, je pense que là, en fait, on est surtout dans une rhétorique électoraliste, de communication. Là, il parle du Rassemblement national et en fait, en gros aussi, de ce que l'écofascisme peut prendre comme forme, c'est-à-dire, voilà, ce que fait... Ah, on n'entend rien ? C'est vraiment pas fort, c'est ça. C'est vraiment pas fort. Et le chat n'arrête pas de sauter, hein. C'est vraiment... Voilà. Normalement, là... Et je pense que ça marche d'une certaine façon. C'est vrai que Marine Le Pen, elle fait souvent des photos avec ses chats. Ouais, oui, c'est vrai. Et je suis sûr que c'est très étudié. Maintenant, je déteste les chats. Je pense qu'il doit avoir des groupes de... Moi, déjà, les chats... j'adore les chats. Hein. J'adore les chats. Par contre, il y a une règle entre moi et les chats, c'est que c'est pas eux qui choisissent s'ils s'installent chez moi, en fait. Parce que il y a quand même trop de propriétaires de chats où c'est ça l'histoire, quoi. Ils ont le parasite du Toxoplasma gondii dans la tête, là, et paf! Bon, voilà. Comme qui sont performants au RN. Je pense que ça doit être étudié, ce type de communication. Ah non, mais je pense qu'ils sont très bons. Donc, bon, bref, c'est... Voilà, non, mais moi, j'ai peu d'illusions. C'est pour ça que, comme je le dis à la fin de mon livre, je dis, pour moi, l'écofascisme, c'est une idéologie, et à mon avis, ça le restera. J'ai du mal à l'imaginer, un pouvoir d'extrême droite qui, véritablement, va prendre des mesures qui vont être bénéfiques pour la planète, ou pour les écosystèmes, pour les milieux. Peut-être pas en tant que prise de pouvoir, tu vois. Ah! Je vais vous parler de ce monsieur qui parle après. Si certains reconnaissent sa voix, vous me dites. Moi, je reconnais à la voix parce que je l'ai beaucoup écouté dans d'autres cadres. Enfin, en tant que gouvernementalité. Mais moi, quand on a fait la journée sur le fascisme, là, il y a une des camarades des Soulèvements de la Terre, elle disait assez justement, en fait, on est dans une situation qui est un petit peu bizarre, où il faut être quand même très au taquet, c'est que on voit bien que la question du vivant, de l'équilibre naturel, et le vivant, et le vivant, et le vivant, et le beau, et le qu'en fait, il y a une récupération possible, qui sera pas forcément du Rassemblement national, mais en tout cas réactionnaire et conservatrice,
qui est une possibilité Qui est facile. qui est hyper facile et qui, tu peux imaginer dans les crises qui vont venir écologiques, etc., avec des espèces d'accélération où d'un seul coup on se ressaisit de ces trucs-là dans leur versant super réac et qui, en fait, et qui, je pense, peut vraiment donner une puissance mauvaise très très puissante, quoi. Ouais, alors ça, il reste 3 minutes. Après, je suis vraiment le relou de service. Mais... Non, mais Ok. après, c'est. Mais moi, je suis d'accord. Hein. Enfin, c'est un peu le. C'est pour ça que j'ai écrit le livre quand même. C'est parce que. Mais après, voilà. Pour moi, ils indexent plutôt bien un des problèmes, vraiment, un des problèmes du discours écologiste, en fait, c'est que même si chez les militants, il y a clairement une conscience qui apparaît, hein, qui se renforce de plus en plus, qui est de dire on doit lier social et écologiste, et écologie. Et, euh, et en fait, ce qu'ils indexent, c'est que oui, en effet, toutes ces problématiques, elles peuvent être utilisées de manière super réac, y compris avec un espèce de néo-malthusianisme, parce que ce dont tu parlais, alors je sais plus si c'était CC ou si c'était quelqu'un d'autre, mais ce dont on parlait dans le chat, qui est la question de réduire la natalité des plus pauvres de certains pays, etc. En fait, Malthus, ils en parlent un peu dans cette conf. Ah bah, je vais vous mettre le lien. Ils en parlent un peu dans cette conf. Malthus, lui, il est pas pour le contrôle des naissances, en fait. C'est quelqu'un, d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est un type qui adresse des problématiques, mais qui a, pour le coup, un rapport plutôt progressiste au monde. Et qu'en fait, le néo-malthusianisme, c'est prendre ces thèses et, de manière réactionnaire, les faire rentrer dans des visions plus réac, plus tout ça. Je reste quand même sceptique sur la possibilité hein, tu vois, si le RN arrive au pouvoir en 2027, je pense que ça va être un pouvoir très anti-écolo. Enfin, je pense pas que. Même s'ils font campagne en 2026 avec. Moi, je suis un peu d'accord avec lui. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans cette conférence-là ou dans une autre, enfin dans cette vidéo-là ou dans une autre, ils expliquent un truc intéressant. Ils disent que, en gros, déjà que l'écofascisme actuellement n'a pas d'existence et n'est pas en voie d'existence. Que par contre, c'est des analyses politiques qui sont faites où des gens analysent des mouvements politiques et différentes trajectoires que ça prend dans le monde et regardent en fonction des idéologies qu'est-ce qui est pour eux les uns avec les autres pour se dire ok, voilà ce qui pourrait arriver, etc. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est il dit voilà, moi j'ai fait ce bouquin-là pour qu'on se rende compte des problèmes qu'il y a des fois dans les discours qui peuvent être portés à gauche ou dans l'extrême gauche. Et en fait, il dit que pour l'instant, en tout cas, il y a rien dans l'écofascisme. En fait, tu as des bribes de trucs, mais que ce qui est le plus présent quand même, c'est un totalitarisme nationaliste, voilà, comme nous on le voit apparaître en France, hein, de plus en plus, comme tout devient brun, quoi. Donc il n'y a pas ce truc-là. Et donc il analyse un peu tous ces croisements-là. une dimension écolo beaucoup plus travaillée dans leur communication. Je pense pas qu'arrivés au pouvoir, ils vont se mettre à lutter contre l'artificialisation des terres et. Certainement pas, mais par contre, très probablement qu'ils utiliseront d'arguments écologiques, ils utiliseront des arguments écologiques pour pouvoir justifier des mesures fascisantes. Probablement. Voilà, et c'est ça tout le truc. C'est qu'en fait, vous pouvez. Alors attendez, je vais reprendre mes notes. Parce que j'avais noté des trucs. Hein. On avait quand même un minimum. Voilà, en gros, l'écofascisme, les caractéristiques, ce serait qu'il est autoritaire, sacrificiel, c'est-à-dire qu'il va permettre à justifier les boucs émissaires d'une autre manière. Genre, par exemple, aujourd'hui, les boucs émissaires, c'est les pauvres, les classes les plus pauvres, et racialisés. Donc, aujourd'hui, ils sont désignés comme boucs émissaires pour des raisons morales, c'est-à-dire qu'on dit oui, ils savent pas se tenir, nanani, nanana, ah oui, c'est des délinquants, ah oui, c'est eux qui font la violence, etc. Là, on pourrait avoir un nouvel argument, c'est de dire en fait, en plus, il faut se débarrasser de gens. Voilà, une des phrases qu'on trouve chez les partisans de l'écofascisme, parce qu'il y a quand même des théoriciens de l'écologie fasciste. Enfin, il y a quand même des personnes qui développent des idées comme ça. Et une des métaphores qu'ils adorent utiliser, c'est celle de dire voilà, on est dans une barque et il y aura ceux qui n'aiment pas l'avenir et qui n'aiment pas les gens et qui vont vouloir faire monter un maximum de personnes sur la barque et qui vont la faire couler. Et il y a nous ferons partie des gens qui trancheront les mains de ceux qui veulent monter sur la barque. Et du coup, où il y a vraiment ce truc-là. Et ce qui est un peu marrant, c'est que, en plus, sémantiquement, ce qu'ils disent, c'est que il y a beaucoup de trucs de leur sémantique qui vient de la marine marchande. Et que les mecs prennent aujourd'hui pour expliquer leur point de vue, une métaphore d'une barque, d'un bateau qui coule. Donc, le navire marchand qui est à l'origine de leur pensée est en train de sombrer et
Et il pense que dans cette barque, il va falloir trancher des mains. Donc il est autoritaire, sacrificiel et raciste. Du coup, parce qu'il va donc faire des préférences ethniques et il va sacrifier les personnes qui sont en dehors de la préférence ethnique. Et il va donc désigner des groupes humains racisés comme étant des groupes à sacrifier. Et c'est ce que génère le néo-malthusianisme comme pensée. Voilà, l'écofascisme, c'est lié à ça, c'est-à-dire qu'il y a ce truc de dire, bon, euh, euh, c'est une ethnie qui est problématique, là où il y a plein de gens, c'est à tel endroit, faut pas que telles personnes se mettent à consommer, etc., etc., etc. Voilà. Et c'est pas les bourgeois, malheureusement. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup? S'il nous reste là-dessus, il nous reste 3 minutes. On peut se mettre les 3 dernières minutes. Ouais. Ce qui est Oui, oui, une oui. manière d'être écologiste, enfin, une espèce d'opportunisme écologiste. Quoi. C'est plus comme ça que ça va se manifester, à mon avis. Voilà. Plus comme ça que par de réelles politiques. L'opportunisme écologique, en plus, c'est un truc on avait écouté, on avait confronté le discours de Johan Chapoutot avec celui de Julien Rochdy. Donc c'était un no match, hein, parce que Julien Rochdy, c'est vraiment pas quelqu'un qui est très très vif de manière générale. Hein. Mais Chapoutot disait, déjà quand il parlait des nazis, de leur rapport à l'écologie, c'était que c'était une écologie particulariste, c'est-à-dire l'écologie des parcs nationaux, et que une des identités du fascisme, c'est de prendre n'importe quelle étiquette pour arriver à ses fins et pour arriver au pouvoir. C'est vraiment... dans le national-socialisme, il n'y avait rien de socialiste. Il n'y avait absolument aucune particule du socialisme. Donc ça fait sens vis-à-vis des choses qu'on avait déjà précédemment étudiées sur cette chaîne. Écologiste concrète, quoi. Mais oui, dans la rhétorique, il faut s'attendre, à mon avis, à ce que ça monte, quoi. À ce que ça monte. Peut-être pour finir, bon, c'est pas ton livre, c'est une citation que tu donnes en note de bas de page de scénarios possibles de l'écofascisme qui vient Ouais. cité, dans le livre. Le Léviathan climatique. Ouais, là, non c'est ça, le Léviathan climatique. Je trouve que c'est assez sympa, on voit les différents Je sais pas scénarios je sais possibles. pas si c'est ça. Non, bah c'est pas sympa du tout, mais bon, avec ces figures mythologiques, ces métaphores, ces images. Et, bah, du coup, je lis la phrase. En gros, c'est quels sont les scénarios du monde qui vient, quoi. Et alors, les bouleversements écologiques à venir favorisent peut-être l'avènement d'un régime d'exception, décidant de déclarer l'état d'urgence et de mettre la Terre en ordre, tout cela au nom de la sauvegarde de la vie. Il y a 4 régimes climatiques potentiels qui pourraient en surgir. 1. Le Léviathan climatique, système capitaliste globalisé gouverné par une souveraineté planétaire. 2. Le Mao climatique, système anticapitaliste dont le pouvoir souverain s'exercerait soit à l'échelle d'un État-nation, soit à l'échelle de la planète. Ça, c'est le 3. projet d'Andreas Malm. Voilà, c'est ce que... 3. Le Behemoth climatique, système capitaliste contenu dans les limites de l'État-nation. 4. X climatique, sorte de dépassement éco-socialiste et libertaire du capitalisme. Moi, je suis pour le X climatique, sinon le Mao climatique. Voilà. Voilà. Lundi soir, c'est vraiment un chouette lieu. Ils invitent des personnes intéressantes. Bon, c'est un peu thésard, un peu intellectuel ou machin. Ils le savent, ils font des fois leur autocritique là-dessus. Mais je vous recommande, c'est quand même un lieu qui est pas trop mal. Et ce monsieur qui parlait, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais moi, je le connais très bien, notamment pour l'avoir écouté sur plusieurs endroits, mais notamment pour un extrait que j'ai écouté beaucoup et que vous avez peut-être déjà vu, ce monsieur. Alors, on va pas se mettre peut-être l'extrait en entier, parce que bon, voilà, moi, j'ai des scrupules. En fait, vous voyez que avec la mesure que la chaîne évolue, je mets de moins en moins de vidéos et de plus en plus on lit de plus en plus d'articles Wikipédia. Je vais devenir voilà, donc il va falloir trouver un équilibre un jour. On est d'accord. On peut pas juste lire des articles Wikipédia, mais bon. Ce monsieur, c'est lui. C'est Mathieu Burnel. Mathieu Burnel, ici, il passe du coup chez Tadi. Ce soir ou jamais, et c'est en 2014, donc c'est il y a 10 ans. Et il y passe, pourquoi? Parce que sur la lutte contre Tarnac a été tué Rémi Fraisse. Et juste, je vous mets un petit passage pour vous expliquer pourquoi j'aime Mathieu Burnel. Je vois sur ce plateau Mathieu Burnel, vous êtes l'un des 10 mis en examen dans l'affaire de Tarnac. Vous avez été accusé de faire partie du premier cercle de la cellule invisible réunie autour de Julien Coupa qui aurait saboté des caténaires SNCF selon un rapport. Donc voilà, donc le type déjà
et dans le militantisme. Donc l'affaire Tarnac, hein, c'est une affaire un peu folle. Ah oui, non, pardon, je confonds, hein. Il est dans l'affaire Tarnac et il est présent dans le cadre de la mort de Jérémy Fraisse contre le barrage de Sivins. Excusez-moi. Mais l'affaire de Tarnac, c'est une affaire un peu folle, hein. Moi, je connaissais pas très bien il y a quelques années et je me suis penché dessus en milieu d'année dernière. Et en fait, où on voit euh, un espèce d'appareil de surveillance, un appareil répressif judiciaire qui est déployé d'une puissance incroyable en fait pour exterminer des cellules d'extrême gauche qui se montent et qui sont prêtes à faire du sabotage. Et d'ailleurs, je pense que si aujourd'hui on a le GIEC euh, qui fait cramer des engins de chantier, c'est parce que quand même des leçons ont été prises par les militants, hein, sur Tarnac. Vous voyez. Rapport de la section antiterroriste, accusation que vous avez tous toujours réfutée. Le groupe de Tarnac est également soupçonné par la police d'avoir écrit un livre, L'insurrection qui vient, publié en 2006 par le fameux Comité Invisible, ce même Comité Invisible qui a sorti la semaine dernière un nouveau livre intitulé À nos amis. Il paraît que c'est incroyable, À nos amis. Je ne l'ai jamais lu, mais il paraît que c'est vraiment très très bien. Si je vous ai invité ce soir dans ce débat, c'est que le groupe de Tarnac soutient les luttes comme celle qu'on vient de voir dans ces extraits du journal télévisé, et lutte dans laquelle Rémi Fraisse a trouvé la mort. Alors, c'est assez difficile de réagir comme ça à brûle-pourpoint. Premièrement parce que tout ce qui a été dit la semaine passée, depuis la mort de Rémi Fraisse, a été absolument ignoble. Ce qu'on vient d'entendre là à l'instant l'est, à mon avis, tout autant. Pour quelle raison? C'est assez simple, parce que des gens du gouvernement se sentent fondés à créer une équivalence, une symétrie entre des gendarmes, des militaires, qui utilisent des armes militaires, des grenades, contre des jeunes qui, eux, ont des cailloux ou des mottes de terre, qui en tuent un de ces jeunes. Et là, on dit, oui, mais vous savez, il y avait peut-être des casseurs. Oui, mais vous savez, il y avait aussi peut-être le Black Bloc. Et donc, j'entends, excusez-moi, je ne connais pas votre nom, mais vous parlez du Black Bloc, de ces casseurs. Mais est-ce que vous savez qui sont ces gens? Vous savez de qui vous parlez? Non, vous ne savez absolument pas. C'est juste des déclarations qui ont pour seul but de justifier l'espèce d'opération politique absolument crapuleuse qu'il y a eu à partir de la nuit de samedi à dimanche, parce que maintenant il est absolument clair que le gouvernement savait que les gendarmes avaient tué Rémi Fraisse dès la nuit. On sait très bien, à 2h du matin, tout ce qui s'est passé est absolument clair. À 2h du matin, un gendarme jette, il y avait des gros projecteurs, jette une grenade qui s'accroche sur Rémi Fraisse. La grenade explose, Rémi Fraisse tombe, les gendarmes le reprennent. À ce moment-là, vous ne me ferez pas croire un quart de seconde que dans la demi-heure, le président de la République n'est pas au courant, on ne dit pas « Ah, monsieur, il y a un problème ». Et pour autant, il a fallu attendre midi pour qu'il y ait une première dépêche AFP. Cette première dépêche AFP, qu'est-ce qu'elle raconte? Cette première dépêche AFP, elle dit « Oh, ben, les gendarmes ont trouvé un type mort, peut-être qu'il aurait pu glisser sur une peau de banane, mais peut-être même une peau de banane jetée par le Black Bloc ». Non, mais on va attendre l'autopsie. Il y a une autopsie. Oui, bon, l'autopsie, effectivement, bon, alors oui, c'est une explosion, mais ça pourrait peut-être être un cocktail Molotov, même s'il n'y en a pas eu dans... Laissez-moi terminer, vous avez parlé, laissez-moi terminer. Là où je veux en venir... Là, déjà, moi, là où j'apprécie Burnel, c'est qu'il est sans concession. Et qu'en effet, il ne faut pas se laisser arrêter. Si jamais un jour, l'un d'entre vous va sur un plateau télé, il ne faut vraiment pas se laisser couper. Et il faut, si c'est des gens... d'extrême droite en face, il ne faut pas laisser dérouler. C'est-à-dire qu'il faut appliquer ce qu'on ne veut pas qu'on nous applique à nous sur eux. C'est que le gouvernement, le procureur d'Albi, les gendarmes, les chefs de la gendarmerie, depuis le début, mentent. Et pour quelle raison? Évidemment, c'est pour dissocier le moment, le fait qui est absolument scandaleux, qui est absolument intolérable, qui est qu'un jeune de 21 ans soit tué par... Oui, elle n'est pas d'extrême droite, c'est le PS, on est d'accord. C'est le PS. Oui, on n'est pas trop d'extrême droite. Mais et chez TADI, en plus, il y a vraiment cette règle, il y avait cette règle à l'époque de on fait passer la parole, etc. Non, bien sûr. Cependant, le PS, comment il se positionne, parce que là, les problématiques qu'il évoque, on avait exactement les mêmes pour Sainte-Soline. Et tout cet argumentaire qui parle de la frange radicale des manifestations, il est toujours utilisé pour décrédibiliser l'ensemble des mouvements. Et quand on se pose la question de ce qu'il génère, et qu'on prend des exemples comme par exemple les méthodes de désescalade de conflit qu'applique l'Allemagne, on se rend compte que la violence populaire
est générée par la violence d'État et elle déploie une violence répressive, coercitive, sur cette violence populaire. Et cette violence coercitive peut alimenter cette violence populaire. La manifestation, le blocage peut être considéré comme une forme de violence. Quand on en rajoute par-dessus la violence policière, eh ben ça génère des troubles. Des gendarmes avec Et rares sont les personnes en politique qui condamnent, qui ne condamnent pas les violences des manifestants, en fait, et qui condamnent les violences policières. Enfin, si vous voulez, quand il y a ces condamnations, c'est toujours soit on condamne les deux, soit on condamne que les manifestants et en disant que les flics se défendaient. Il manque le camp qui dit non, la police est une force institutionnelle, son application de la violence est au moins systématiquement critiquable dans les cas de violence comme celles qui ont été faites aux Gilets jaunes, etc. Elle est condamnable. Dans celle qui a été faite à Sainte-Soline, elle est condamnable. Celle des manifestants qui se battent pour des causes, s'ils pouvaient faire autrement, ils le feraient. On le voit pour la 69. Tous les moyens juridiques pour s'opposer à une construction illégale ont été mis en place et la police sert, par le biais du gouvernement, sert des capitaux privés. Donc, il ne reste qu'une chose à faire, c'est de monter le niveau de violence des manifestations et des actions. Merde, petit bouton, on voulait mettre play. Armes militaires, dissocier ce fait de la réaction populaire que très logiquement il devrait faire naître. Et donc pour ça, vous avez joué la montre, vous avez menti, la gendarmerie est revenue 3 fois sur ses déclarations, et maintenant, évidemment, une fois que les choses se tassent, ah oui, mais on est vraiment désolé. Mais vous êtes désolé à quelles conditions? À quelles conditions? À la condition de relativiser la mort de ce jeune homme par le fait que, comme M. Chouquet ou je sais pas quoi de la gendarmerie le disait hier soir sur BFM TV, tout de même, moi j'ai eu 50 de mes gendarmes qui se sont foulés la cheville depuis tout. Ouais, ça c'est assez vrai. On rappelle le chiffre des blessés à Sainte-Soline, c'est pareil, je crois. C'est 50, et c'est 50 qui prennent en compte les traumatismes psychiques avec des RTT et les gens qui ont des acouphènes pendant 2 semaines. Les 250 blessés. Voilà. Mais je pense, c'était pas exactement cet extrait-là que je voulais mettre. Je voulais vous mettre celui-là. C'est difficile de rebondir parce que la discussion part dans tous les sens. On a des considérations, on va dire, politiciennes sur les bienfaits ou les méfaits du Parti socialiste. Ensuite, des considérations sur l'état du mouvement révolutionnaire, dont apparemment ici on a des spécialistes. Moi, j'ai l'impression que, et juste pour mettre au clair certaines parce que là, on a entendu beaucoup, ah oui, c'est radicaux, oui, c'est les anarchistes. Après, bon, c'était pas les anarchistes, c'était l'extrême droite. J'ai l'impression que vraiment, vous habitez sur une autre planète, je suis désolé de vous le dire, et surtout, vous comprenez à peu près rien de ce qui se passe dans la jeunesse. Vous êtes là pour vous expliquer. Précisément. Et ça, c'est génial. Là, il est génial. Là, il arrive et il dit, mais vous êtes des teubés. Voilà. Et c'est trop bien. Mais je vais le faire, vous inquiétez pas. Et c'est tellement des choses. Parce que il peut y avoir au PS, dans la France Insoumise ou dans beaucoup de mécaniques de parti, des personnes qui sont complètement déconnectées de réalité sur lesquelles ils ont à montrer des sujets. Et quand vous leur mettez dans la gueule, ça les met tellement mal, vous voyez, qu'ils n'arrivent plus à se tenir. Et elle est obligée, hein. En toute humilité. Et Mathieu Burnel, lui, il va pas se laisser faire. Et il en a rien à foutre d'être cordial. Ouais. Excusez-moi, vous êtes au Parti Socialiste, l'humilité, vous n'êtes pas là pour me dire ça. Vous êtes au Parti Socialiste, l'humilité. Sachant, rappelons-nous, Parti Socialiste, Hollande, mon ennemi, c'est la finance. Là, actuellement, comment il s'appelle, là, le candidat actuel du Parti Socialiste, celui qu'ils vont vouloir placer, là, de ouf au présidentiel, et qui vont nous vendre comme étant l'alternative de gauche. C'est le mec qui est censé... voilà, c'est Glucksmann, merci CC. Glucksmann, il nous sort des phrases un peu d'équivalent de mon ennemi, c'est la finance. Il nous sort des trucs un peu dans ce genre-là. Et Glucksmann, il faut vraiment regarder l'historique de ce mec-là. C'est un type, puis ses positions quand il s'agit de questions de conflit et de guerre. Excusez-moi. Quand il s'agit de conflit et de guerre, Glucksmann, il est bizarrement, il est pas trop pour que les choses s'arrêtent. Voilà. Sur le conflit israélo-palestinien, Glucksmann, c'est intéressant, c'est assez révélateur. Sympathie d'ailleurs. Il n'est pas interdit d'être cordial. Vous me laissez terminer ou non? Il y avoir de l'humour. C'est ça. Il y avoir un peu d'humour. Vous voyez comment ça les a mis mal. Hein. Ça les a mis vraiment mal. Là, ils sont obligés, il fait du relativisme. C'est terminé, Mathieu Burnel. Terminé. Pardon. Vos paroles ont été respectées, sa parole peut être respectée quand même. Non, j'ai l'impression que la situation est assez claire en France, mais comme à peu près partout dans les démocraties libérales. C'est que la sphère politique, la sphère de la politique classique, dont on a ici une belle brochette de représentants, est fondamentalement apocalyptique. Apocalyptique pourquoi? Parce qu'en fait, la seule chose qu'elle parvient à proposer,
c'est de retenir le désastre, c'est de retenir la fin. L'apocalypse, c'est pas l'arrivée de la fin, c'est la retenue de la fin. C'est-à-dire, attendez, avec nous, on va essayer de limiter la crise. Attendez, avec nous, on va essayer de faire que tout ne s'effondre pas tout de suite. C'est-à-dire que la sphère de la... Déjà, hein, 2014, il y a 10 ans. Hein. Bon, si Vince, les mecs étaient déjà conscients, hein. Mais et c'est précis, hein. C'est que c'est précis, quoi. Il y a vraiment... Et ça, il y a ça dans le technosolutionnisme. On fait des, non, on va retarder, mais nanana, on va trouver des alternatives, mais bidule, on va continuer les emprunts sur l'avenir pour continuer, nanana. La politique classique ne croit plus en rien. Et c'est évidemment pour ça que plus personne ne croit en elle. Et il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 1972, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique. Basé. Allez, le rapport du Club de Rome, basé. Et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes, dont vous avez montré les images en vous gargarisant du fait que ces gens... Ils se retrouvent aujourd'hui à la 69, ils se retrouvent aujourd'hui du coup à Sainte-Soline, ils se retrouvent au TAV, ils se retrouvent dans plein d'endroits. Et un des propos qu'on défend ici, hein, c'est de dire on s'inscrit dans les luttes précédentes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes et Sivins, ça a créé quelque chose qui a continué à prendre de l'ampleur. Ça a alimenté un truc qui a continué à prendre de l'ampleur et qui continue d'en prendre aujourd'hui. Et qui a une portée révolutionnaire dedans. Il y a une vraie portée révolutionnaire dedans. Et il y a des choses, des gens en fait, qui s'organisent malgré les répressions et le fichage. Des sauvages, etc. Mais qui sont ces gens? Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait. Et là, je trouve ça intéressant, parce que pareil, il indexe un truc, c'est qu'en gros, là, il fait une différenciation vraiment entre ce qu'aujourd'hui on appelle les boomers, mais qu'on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, et les générations d'après. C'est-à-dire ceux qui sont aquabonistes, en effet, qui ont un rapport soit apocalyptique, soit à dire de toute façon, c'est plus mon problème, et ceux qui se disent, mais en fait, c'est le problème de tous, et donc forcément le mien, et donc essayons de faire des choses avec, comme il le dit, minimalement. C'est-à-dire individuellement, moi, qu'est-ce que je peux faire? Et très vite, plein de solutions s'évacuent en fait. Les solutions de base proposées par l'État, le gouvernement, la structure sont évacuées. C'est notre génération. Notre génération, elle trouve plus de sens à s'affronter avec la police lorsque celle-ci nous envoie des bombes du gaz lacrymogène. Moi là-dessus, je nuancerais. C'est que je trouve que c'est là où en plus les choses ont avancé. C'est qu'en fait, aujourd'hui, au contraire, s'il faut aller face à la police, on peut aller face à la police. Il y a une tranche des militants qui sont prêts et qui sont aptes à le faire. Mais on essaye, autant que faire se peut, de ne pas avoir affaire à elle. C'est pour ça que le sabotage devient une affaire de trop de moments et d'opérations personnelles. Il y a besoin d'une personne qui se dit je vais le faire, qui masque son visage, fait attention à ne pas laisser de traces sur son déplacement, repère un site, sabote des engins de chantier. Il n'y a pas besoin d'une organisation, etc. Et ça, c'est des trucs c'est des choses dont parle Malm, qui commencent à être de plus en plus claires dans la tête des militants. C'est qu'en fait, on essaye maintenant, autant que possible, d'atteindre une efficacité qui aussi passe en dehors de l'affrontement avec la police, quand même. Nous tabassent, etc. Cette génération, elle trouve plus de sens à trouver des nouvelles formes politiques qu'à croire une seule seconde, un quart de seconde que Corinne Lepage ou que le PS ou que on ne sait quel réac vont nous sortir de là. Et il y a une expérimentation politique qui est entamée et qui commence. Et c'est ça qui se joue maintenant, et c'est ça que font les jeunes aujourd'hui. Et laissez-moi terminer, j'ai presque terminé. Ça va vraiment changer la vie des gens et que ça va vraiment je vous laisserai. C'est vraiment, je trouve que c'est l'attitude de cette personne-là, c'est vraiment caractéristique d'une certaine tranche. Il leur parle mal, donc bien, oui. Mais je trouve que c'est caractéristique. Et encore, il leur parle mal, ça va, il n'est pas sur un langage horrible et tout. Et puis, voilà, il y a un moment, quand des gens disent de la merde, faut le dire aussi. C'est respecter les personnes qui écoutent. Et moi, j'ai même partir du principe que c'est respecter des fois les gens avec qui tu parles. Dire là, tu dis de la merde. Enfin voilà, moi, j'espère que si sur ce stream, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le direz. Et j'espère parce que ça se trouve, vous avez de très bonnes raisons, et ça se trouve, je me plante. Et pour moi, c'est genre, je fais partie de ceux qui pensent que la conflictualité dans le débat et dans la discussion, c'est avec ça qu'on avance. Je vous laisserai faire votre monologue. Je fais pas de numéro. Mais oui, elle est symptomatique de cette génération-là de personnes politiques qui
si tu leur mets la dissonance cognitive, ils savent pas la tenir en fait. Dès que tu commences à leur mettre trop de trucs dans la tête, ça devient trop douloureux et ils ont un besoin de produire des paroles rassurantes. Je voudrais juste terminer ce que j'ai à dire. Allez-y. Ça Ça s'appelle pas un dialogue, monsieur, ça s'appelle un monologue quand on refuse Oui, moi j'ai d'échanger. quelque chose à dire. Et C'est le principe de ces missions. j'avoue que bah là, alors, l'échange allez-y. ici, j'ai rien à en dire. Vous parlez entre vous de choses dont Je le vous pose fond, une tout le monde se question, fiche un petit peu. vous refusez de me répondre. Non, je voudrais juste pouvoir terminer ce que j'ai à dire. Laissez terminer Mathieu Burnel. Et donc, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il y a en 2007, il y a un livre dont il était question là qui s'appelait L'insurrection qui vient. À ce moment-là, tout le monde rigolait. Ah, l'insurrection qui vient. Aujourd'hui, on peut dire, en repensant à ce titre, que l'insurrection est arrivée. On peut dire qu'il ne se passe pas 3 mois sans qu'un pays dans le monde ne voit sa jeunesse, et pas que les jeunes, dans la rue, mettre en échec la police et essayer d'abolir l'économie. Ça, c'est assez précis aussi. Hein. Ça, c'est assez vrai. Hein. Le nombre de mouvements et d'actions qui se passent un peu tout le temps. Genre, nous, on a un focus. Moi, j'ai un focus sur la France. Et encore, c'est des trucs. Genre, moi, j'ai du taf à côté. Je peux pas passer tout mon temps à essayer de trouver toutes les news. Si je cherche des noyaux où ça pourrait être retranscrit plus facilement. Mais voilà. Des mouvements sociaux entre le moment où il fait cette déclaration et maintenant, il y en a eu plein, et des mouvements sociaux de jeunes qui attaquent directement des fonctionnements liés à l'économie, il y en a eu plein, et c'est vrai que la périodicité de ces choses-là augmente, et pas que en France, quoi. Ça qui se passe, c'est ça le mouvement réel du Mais- monde aujourd'hui. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Vraiment, après, si vous voulez, je m'en Non, vais, mais- je vous laisse parler entre vous, ça m'est égal. Je voudrais juste terminer Mais non, on là-dessus. voudrait échanger Et je- avec et vous. oui, mais On a envie laissez-moi d'avoir terminer, un on échange à dialogue, partir en de là. fait. Oui, Et très donc, bien. la On n'est dernière pas pour la lutte ultime armée chose, ou la la violence, dernière... on veut discuter avec vous. Ah, ça, oui, cette rhétorique-là. C'est en cela, genre, vous voyez, là, elle est assez... en fait, là, on a le visage de quelqu'un qui sait faire de la politique et qui sait manier un peu de la rhétorique. Et elle est consciente que face à un discours de gravité, et c'est ce qu'elle a essayé d'instiguer depuis le début, si on fait un peu de la rhétorique, je fais mon Clément Victor Witch, c'est que, en fait, quelqu'un de trop sérieux, vous pouvez toujours essayer de ramener tout sur le ton un peu de la plaisanterie et de la gaudriole ou du bon sens, quoi. Mais vous n'avez pas de raison, oh, mais voyons, prenez un peu de recul, voilà, machin, etc. Et là, elle prend un petit sourire satisfait parce qu'elle sait que c'est efficace dans ce genre de situation. Le problème, c'est que Mathieu s'en fout. Vous allez voir, Mathieu s'en fout. Voilà. Et je suis d'accord avec ce que dit CC. Hein. Aujourd'hui, les paroles en plus que lui prononce, aujourd'hui, elles ont un impact politique. C'est pas ces paroles qui génèrent cet impact politique, mais elles sont l'écho d'un impact politique qui continue de prendre de l'ampleur. Évidemment, on aimerait que ce soit plus fort et que les ennemis aussi de ces mouvances-là, eux, soient de moins en moins forts, ce qui n'est pas le cas. Mais, enfin, si, le mouvement se renforce. Mais en tout cas, oui, c'est encore présent aujourd'hui, comme le dit CC, et qu'on ne va peut-être pas regarder les interviews de Corinne Lepage. Parlez de lutte armée, arrêtez de sortir des mots comme ça, c'est une bataille sémantique ridicule. Donc là, ce qui s'est passé est assez clair. Ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas qu'on est dans un état fasciste. Ce qui est clair et ce qui est posé par le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent au sérieux la question de l'environnement, au sérieux la question politique, la police leur tire dessus. Face à ça, il y a 2 possibilités. Soit rentrer chez soi et abandonner, soit tenir en échec, tenir en respect la police. Et c'est là. Et là, il nous fait son lordon, quoi. C'est-à-dire que le type, il dit, en gros, t'as 2 options. C'est soit tu retournes mater Netflix, soit tu vas casser du keuf dans les manifestations. Ah, c'est genre... Et moi, je trouve que venir sur une chaîne de la télévision française, France 2, et dire des trucs comme ça... Et unique chose qui soit à la hauteur de la mort d'un camarade. Et pour ça, il y a Il est droit, deux hein. manifestations demain, une à Toulouse et une à Nantes, qui sont des manifestations nationales. Et j'invite grandement tous les gens qui trouvent ça absolument insupportable que des gendarmes puissent tuer des jeunes qui se battent pour leurs idées, à rejoindre ces manifestations-là et à tenir en respect la police par tous les moyens nécessaires. Là, quand il dit ça, pourquoi il prend la pause? Il y a une phase, à mon avis, dans son cerveau où il se dit « Je vais peut-être avoir des emmerdes. » Parce que il faut bien choisir ses mots quand tu dis un truc comme ça publiquement. Hein. Quand tu dis « Il faut aller foutre sur la gueule au keuf », parce que c'est ce qu'il dit en substance, hein, c'est balèze. Hein. Je veux dire, moi, je peux dire des conneries depuis ma chaîne Twitch, tranquillou, voilà. Là, il passe chez TDI sur France 2. C'est quand même un autre niveau. Ça veut dire Pascal quoi, tenir la Bruckner. police En par tous les respect, moyens ça, c'est nécessaires pas assez clair. Tenir en respect. Ça veut Tenir à dire quoi, distance. envoyer des... Ça veut dire tenir à distance, c'est ça que ça veut par dire les moyens adéquats et nécessaires. Et ça veut dire quoi, des moyens adéquats? Bah, vous savez très bien ce que ça veut dire. Non, je voudrais que vous me précisiez, j'ai pas compris. Lorsque Je la suis pas police... intelligente, vous Et m'avez dit. là elle essaie de lui tendre un piège. Hein. Vraiment, elle veut, elle essaie de lui tendre un piège. Et Burnel, n'étant pas content et pas con,
il tombe pas dedans. dit tout à l'heure, donc Oui, expliquez-moi. Vous avez au moins cette honnêteté-là. À l'évidence, la question de la violence n'est absolument pas posée par les jeunes, ni par les jeunes révolutionnaires, elle est posée par la police et la gendarmerie. Ceux qui définissent le niveau de la violence, c'est la police. Quiconque suggère que ce sont les manifestants qui instaurent le rapport, c'est un coup de philosophie politique absolument incroyable. On arriverait à suggérer, ne serait-ce qu'un quart de seconde, que ce n'est pas le pouvoir d'État qui réprime le peuple, mais c'est le peuple qui réprimerait le pouvoir d'État. Arrêtez de rigoler 3 secondes. Alors, Pascal Bruckner, Et alors là, c'est merveilleux. Là, c'est merveilleux. Là, le mec, là, c'est très fort, hein, cette réponse-là, c'est balèze. Hein. Il a été arrêté en 2008. Ouais, il a été arrêté, alors, puis relaxé, mais comme les gens de Tarnac, en fait. Et c'était un peu le mec qui parlait pour Julien Coupa. C'est-à-dire que Coupa était quelqu'un de très discret, même limite mutique, hein, dans ses interviews, il parle très très peu. Et en fait, avec lui, il y a Burnel, et c'est Burnel qui prend souvent la parole pour expliciter les choses aux côtés de Julien Coupa. Pascal Bruckner, s'il je vous plaît, vous Corinne pose- Lepage, parce que Pascal Bruckner voulait Non, mais je intervenir crois que depuis ce un qui moment. vient d'être dit est très intéressant. Alors là, c'est merveilleux. Hein. Là, c'est ça. Voilà, vous voulez savoir, des fois, j'utilise le terme pathologisation du discours. Hein, et ben voilà, vous allez avoir un exemple de ce que c'est que pathologiser un discours. Vous ne pouvez pas discréditer votre adversaire sur le terrain des arguments, et ben vous allez le pathologiser. Attention, c'est parti. Trouve son sens à affronter la police. Monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça. Les émeutiers adorent affronter les CRS. C'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Reynaud, c'est parce que la révolution ne viendra pas, parce qu'il n'y a aucun désastre à l'horizon, sauf dans votre tête, monsieur. Oh, c'est gênant, hein. Ah, c'est gênant. Bruckner est une merde, ouais. C'est vraiment une merde, hein. Et c'est là, à l'époque, en plus, il vieillissait. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on en a, hein. Genre, Onfray-Nolo, belle merde aussi. Hein. 10 ans plus tard, il léchait les bottes de Macron au dîner des intellectuels de l'Élysée. Ouais, mais vraiment. Et il n'y a aucun désastre, à part dans votre tête. Est-ce qu'on remet les images de la Chine? Je ferai peut-être un montage. Images de la Chine, aucun désastre. Pascal Bruckner, il y a 10 ans. Et, comme nous le dit Cécile Cédille, il lèche aujourd'hui les bottes de Macron. On en Il n'y a reparlera. aucun désastre. On en reparlera. Moi, ça fait 40 ans que j'entends la fin Mais du oui, évidemment, parce capitalisme. que vous avez été maoïste, vous avez été Sarkozy, Non, vous avez jamais, fait tout et n'importe jamais, quoi. j'ai jamais été Vous vivez juste dans maoïste. une espèce de petite digression ridicule pour vendre des livres à des gens qui les lisent à la plage. Arrêtez de rigoler. Il y a des... Oh là 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 là. Mais non, mais voilà. Donc ce type, 10 ans plus tard, moi, c'est un mec que j'adorerais le croiser, mais je sais pas ce qu'il dirait. Brave and Gozi. Ah, c'est Geoffroy de Lagasse, là. Non, c'est pas de Geoffroy de la Gasnerie. C'est Mathieu Burnel. C'est la version. C'est la version. Comment dire? C'est la version non bourgeoise de Geoffroy de la Gasnerie, Mathieu Burnel. Si jamais t'es intéressé et que tu ne l'as jamais vu, Brave and Gravery, je te recommande vraiment, je te le partage, de mater cet extrait. Vraiment, c'est pas long, c'est 6 minutes. On vient de le regarder. C'est assez. Non, tu avais déjà vu, tu avais bien kiffé. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, il bosse avec la rédaction de Lundi Matin, dont vous pouvez trouver les vidéos sur leur chaîne. Et vraiment, ils invitent des gens un peu cool. Ils ont invité Paco Mtielman et tout. Enfin, c'est vraiment. Ils ont invité Chapoutot, hein. Évidemment, ils ont invité Chapoutot, évidemment. Donc c'est assez chouette. C'est assez chouette. Ils découvrent les journées d'action, ils partagent des trucs. Voilà, donc vraiment, Lundi Matin, un bon truc. Belle